Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Surface Late en vue des élections européennes de juin 2024 pour couvrir la campagne en cours, décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique auquel vont participer près de 360 millions d'électeurs. Nous nous retrouvons chaque semaine avec Jeannette Zus, chercheuse au CERFA et à l'IFRI. Salut Jeannette. Bonjour Christophe. Les partis d'extrême droite et populistes ont le vent en poupe dans toute l'Europe. Inflation, afflux migratoires liés aux conflits en cours, bouleversement du modèle économique dans de nombreux États de l'Union. Le contexte est propice à un sentiment d'insécurité quant au maintien des acquis sociaux et ouvre la voie aux discours populistes souvent axés sur la question de la migration. Et pendant que ces partis parlent, l'Union agit. Elle vient d'adopter le pacte Asile et Migration après de nombreux soubresauts. Bref, vous l'aurez compris, dans cet épisode, Jeannette, nous allons parler extrême droite et politique migratoire. Et pour en parler, nous accueillons Ronia Kempin. Bonjour madame. Bonjour Berlin. Vous êtes senior fellow du groupe de recherche UE Europe à la Stiftung Wissenschaft und Politik à Berlin, la SVP, qui conseille le Bundestag et le gouvernement fédéral, ainsi que l'économie sur les questions de politiques étrangères. Vos recherches portent sur les questions de politique européenne de sécurité et de défense, en particulier sur la politique de sécurité et de défense commune de l'UE, la PSDC, dont on a parlé dans un épisode précédent, ainsi que sur la France et les relations franco-allemandes. Enfin, vous allez occuper la chaire Alfred Grosser à Sciences Po Paris pour l'année 2024-2025. À vos côtés, Martin Baloge. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et maître de conférences au sein de l'université catholique de Lille. Vous travaillez là-bas sur les élites politiques allemandes et sur la fabrique des politiques publiques en Allemagne. Vous venez de publier La politique en Allemagne aux éditions de La Découverte. Bienvenue. Merci beaucoup. Et pour commencer notre épisode, comme Christophe vous l'a annoncé, on va parler sur l'immigration et l'asile. L'Union européenne elle vient d'adopter un pacte asile-immigration. Martin Baloge, de quoi s'agit-il ? Je dirais qu'il y a 4 axes forts en fait dans ce texte. C'est d'abord un renforcement des contrôles aux frontières, avec en fait cette idée de mettre en place une procédure accélérée pour examiner les demandeurs d'asile et de le faire à l'entrée donc des migrants dans l'UE et dans un délai qui devrait être raccourci. On peut rajouter en plus qu'une vérification qui sera là aussi en fait renforcée par des contrôles de santé, de sécurité, des relevés d'empreintes digitales, tout ça devant alimenter en fait une base de données de l'Union européenne qui s'appelle Eurodac et qui concernera donc les migrants qui arrivent par la terre mais aussi par la mer. Le deuxième point, c'est justement repenser la procédure aux frontières avec là des formes de jugement qui seront élaborées après le filtrage. Et en particulier, l'idée c'est, je pense, de ce qu'on en voit, le texte a été adopté il y a un peu moins d'un mois, c'est d'accélérer là aussi la procédure et de faire en sorte en fait que la procédure de jugement se fasse en fait dans 6 mois maximum au total, ce qui va impliquer normalement des centres de détention ou des mesures éventuellement alternatives de restriction des libertés pour que les demandeurs d'asile soient jugés. Troisième point, c'est de mettre en place une plus grande solidarité entre les États membres pour accueillir les réfugiés, puisque du fait de la géographie des migrations, c'est surtout les pays du Sud en fait qui devaient gérer en fait les flux migratoires. Donc l'idée, c'est de mettre en place des relocalisations. Et puis le dernier point qui est important, je pense, c'est un mécanisme spécifique en cas de crise migratoire, avec des prolongations de la durée possible de détention d'un migrant jusqu'à 9 mois au lieu des 6, si jamais il y avait des crises migratoires de plus grande ampleur. Comme on vient de l'entendre, ce pacte il contient beaucoup d'éléments plutôt restrictifs. En même temps, il a été critiqué par presque tous les bords politiques, surtout en France, mais peut-être aussi en Allemagne. Ronia Kempin, quelle était la chambre d'écho par rapport à ce pacte asile-immigration ? Comme vous l'avez dit, Jeannette, le pacte a été vivement critiqué un peu partout dans tous les camps politiques au sein de l'Union européenne. Pour les partis plutôt de gauche, il était bien évidemment trop restreint, trop restrictif. Ils ont critiqué que l'Europe perd un peu son âme, d'être un continent ouvert, de bienveillance et donc les conservateurs ont plutôt critiqué qu'il fallait être un peu plus transmissible, si vous voulez, parce qu'on aura besoin des forces de travailleurs, parce que l'Europe est un continent qui vieillit, donc on cherche, surtout ici en Allemagne, désespérément des travailleurs qualifiés.
Et donc là, il voulait avoir un peu plus de souplesse. Par contre, pour l'extrême droite, bien évidemment, le pacte était encore beaucoup trop souple. Ils veulent encore beaucoup plus de renforcement, de plus de sécurité pour ce qu'ils disent leur propre peuple, donc ici en Allemagne, mais bien évidemment aussi chez vous en France. Est-ce qu'il y a un discours tout à fait différent en France? Est-ce qu'il y a un consensus, aussi, grand pour, par exemple, faire venir des travailleurs aussi avec la migration légale? Ou est-ce que, il y avait plus, la critique qui a été mise en avant, par, l'opposition politique ou aussi par les autres partis politiques en France? Je pense que le débat sur, la main-d'œuvre, qualifiée, il est moins, visible et important qu'en Allemagne, qui a une population qui est peut-être aussi un peu plus vieillissante que la France. Le texte, il est aussi critiqué, en France, en fait, des 2 côtés, du spectre politique. Comment, la politique migratoire et la migration, est perçue en Allemagne et en France? On avait vu, par exemple, une grande différence de perception entre, le gouvernement Merkel et le gouvernement français de l'époque sur l'accueil de réfugiés. Angela Merkel avait, accueilli 1 million de réfugiés quand, la France peinait à en prendre quelques dizaines de milliers. Est-ce que, l'Allemagne a été plus facilement une terre de migration que la France? Est-ce qu'on était plus à l'aise avec ce sujet-là et est-ce que c'est en train de changer comme ça a changé en France? Je pense qu'effectivement, ce qu'a fait l'Allemagne, au moment, de la crise au Proche-Orient en particulier, je pense que ça a un peu sidéré les Français et le champ politique français. C'était une politique, migratoire extrêmement ambitieuse. Ça a été aussi d'ailleurs critiqué, en France, hein, par évidemment l'extrême droite, hein, qui, voyait un appel d'air pour les migrations en général vers l'Europe. Et je pense qu'on n'est pas du tout sur le même spectre programmatique et idéologique en France qu'en Allemagne, en particulier parce qu'au moment où l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants, donc principalement de Syrie, mais aussi afghans par exemple, en France, on avait déjà une extrême droite très institutionnalisée, on avait déjà le Rassemblement national depuis de longues années, et donc en fait les forces centrifuges et les porosités qui peuvent exister entre l'extrême droite et les autres partis français était réel et rendait ce type de politique migratoire impossible en France, à mon avis. Donc c'est vraiment très différent du cas allemand où, au moment où la crise migratoire, du milieu des années 2010 se produit, l'AfD n'est pas encore dans la situation, qu'elle connaît, aujourd'hui. Et alors c'est de la politique fiction, hein, mais je pense que le débat se passerait pas du tout de la même manière actuellement. Et d'ailleurs on le voit, mais dans le programme de la CDU pour les européennes, la question migratoire, elle est très importante et il y a eu un vrai durcissement sur ces questions-là. Rania? Ouais, juste pour ajouter, en fait, je crois que la fameuse phrase d'Angela Merkel: «Wir schaffen das», comme disait Martin, c'était vraiment son essai de transformer, si vous voulez, l'Allemagne en un pays, ouvert, quoi, qui ouvrait, ses bras à des migrants, qui devraient fuir des crises, ou particulièrement une crise en Syrie où l'Allemagne, en tant qu'acteur politique de sécurité, de défense, politique étrangère, ne pouvait pas intervenir. Donc au moins, ce qu'on pouvait faire, en tant que, pays, donc le plus grand pays, le plus riche pays de l'Union européenne, c'était d'accueillir les migrants. Mais cette politique a complètement échoué comme, donc disait déjà Martin. Certaines personnes ici en Allemagne, donc disent que, cette politique d'Angela Merkel, d'ouverture contribuait, au renfort de cette partie d'extrême droite, la Alternative für Deutschland, l'AfD, qui là du coup, domine, comme le fait le RN en France, nos débats, politiques, donc depuis 2-3 ans et qui devient de plus en plus fort. Il y a 2 points aussi quand on fait de la comparaison, c'est que la France et l'Allemagne n'ont pas la même histoire, en termes de migration, et je pense en particulier au passé colonial. En France, on a eu, une immigration qui était forte, hein, à la suite, de la décolonisation en Algérie, mais également donc au Maroc, et c'est vraiment une question qui est latente en fait, en France depuis, des décennies, avec un prisme aussi, je pense néocolonialiste en fait, en quelque sorte, qui irrigue encore sous certains aspects le sujet. Et du côté allemand, les années Merkel, et je suis entièrement d'accord avec Sadi Ronia, c'est vraiment une parenthèse très particulière puisque bon, on était aussi dans des systèmes de grande coalition. En fait, Angela Merkel gouvernait sur son aile gauche plutôt, et différents travaux, je pense à ceux de la fondation Adenauer par exemple, montrent que les adhérents ou les militants ou les sympathisants de CDU étaient majoritairement en décalage en fait sur cette question, mais pas que sur cette question d'ailleurs, sur la question migratoire, mais par exemple aussi sur le mariage homosexuel, étaient en décalage avec les positions de la CDU à ce moment-là. Donc
Effectivement, sur les questions migratoires, il y avait un vide électoral, idéologique, programmatique à combler sur la droite de la CDU et l'AfD s'est complètement engouffrée là-dedans. Ce qui explique, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la volonté aujourd'hui de la CDU de redurcir son discours sur sa droite pour essayer de faire revenir ses électeurs dans son giron. Alors l'immigration, justement, c'est vraiment l'argument, c'est vraiment le thème sur lequel se positionne l'AfD en Allemagne et Reconquête et le RN en France. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, qui est donc la tête de liste du RN pour ces élections européennes, qui, lors du débat du 21 mai sur la chaîne française LCI, parlait de l'immigration comme un risque d'effacement pour l'Europe et la France. L'un des grands défis que j'estime être celui de ma génération et de notre pays, c'est le défi de l'immigration. C'est le défi migratoire qui fait peser sur la France et sur l'Europe le risque de l'effacement. Ronya Kembil, vous avez déjà commencé à décrire à quel point l'immigration et le sujet migratoire constituent un élément clé pour la politique des extrêmes droites. Est-ce que pour le Rassemblement national, est-ce que c'est vraiment le cœur du projet politique ou est-ce qu'il y a bien d'autres sujets que vous voyez? C'est vraiment le sujet migratoire. Écoutez, là, le Rassemblement national a sorti le 26 avril, enfin, on dirait, son programme pour les élections européennes. Et là, vous allez être surpris, mais la migration ne figure qu'en deuxième place. Dans son programme, il y en a plusieurs revendications, mais le plus important, apparemment, pour la RN, est le libre-échange, qui le parti juge déloyal. Et en deuxième place vient bien évidemment les questions de l'immigration. Là, l'Europe passoire doit appartenir au passé et se transformer donc en une Europe à la sécurité de ses peuples. Voilà. Et est-ce que c'est une stratégie peut-être bien choisie aussi, peut-être pour se démarquer par rapport à Reconquête, qui est donc le deuxième parti d'extrême droite en France, selon vous? Oui, je crois bien, en fait, parce que, ce qu'on a vu au sein du RN, les dernières années, en fait, c'est que le programme, du parti est bien devenu un programme, plutôt national, social, si vous voulez. Donc, les questions d'économie, les questions du pouvoir d'achat, les questions de la retraite, sont, devenues beaucoup plus importantes pour le RN et je crois, d'un côté, vraiment avec ce changement, si vous voulez, d'idéologie ou de programme, de programmation, le RN, donc, premièrement, essaie d'attirer des nouveaux, adhérents, des nouveaux couche sociale, bien évidemment aussi, et de dévoiler, si vous voulez, aussi, donc sa politique, anti-migratoire, très, nationaliste, et justement c'est un élément de distinction vis-à-vis son son parrain, si vous voulez, ou son opposant donc de l'extrême droite, le Reconquête. On a déjà parlé de la situation migratoire en Allemagne, notamment en 2015, qui est un marqueur très fort. En même temps, l'AfD a été fondée bien avant. Martin Moloch, à quel point, pour l'AfD, côté allemand, donc, le sujet de l'immigration constitue le noyau dur du projet politique? Dans le programme de l'AfD, effectivement, les questions liées à l'immigration arrivent là aussi en deuxième place. Ce qui arrive en premier, c'est la question en fait d'une Europe des nations, qui était un trait commun qu'il y avait, je pense, avec le Rassemblement national avant que les deux partis très récemment ne se fassent chemin séparé. On y reviendra, je pense. Il y a encore quelques petites racines du début de l'AfD, c'est-à-dire un parti qui avait été fondé plutôt par qui avait été fondé par des universitaires et qui était plutôt dans une critique en fait des institutions de l'Union européenne. Et ça, on le retrouve dans le programme, en fait, dans le premier gros chapitre sur l'Europe des nations, avec une critique du centralisme de l'UE, de sa bureaucratie qui serait beaucoup trop importante, avec la corruption, le lobbying, l'absence de transparence. Donc ça, on le retrouve. Et par contre, ce qu'on voit arriver très rapidement après, c'est effectivement tout de suite cette question de l'immigration, avec une position qui là, si on continue à faire les comparaisons, est sous beaucoup d'aspects plus proche de Reconquête que du Rassemblement national, en particulier parce que
l'AfD a fait apparaître dans son programme le terme de remigration, qui est à l'origine un des premiers éléments de la séparation entre les deux partis, entre le RN et l'AfD. C'est quelque chose que met clairement en avant dans le parti, c'est écrit noir sur blanc, hein, l'AfD. Elle le met en le justifiant, en expliquant que en fait, les jeunes qui sont venus en Allemagne d'Afrique ou du Proche-Orient sont des talents qui seront plus utiles dans leur pays d'origine qu'en Allemagne, et que il faut pouvoir du coup les réinstaller. Je traduis comme ça, hein, de l'allemand vers le français. Il faut les réinstaller dans leur pays d'origine. On est là en fait sur une approche et sur un enjeu programmatique qui reste extrêmement problématique, je pense, y compris même au sein donc des familles d'extrême droite en Europe. Vous avez parlé justement tout à l'heure de la parenthèse Merkel, hein, quand il y a eu l'accueil de ce million de migrants venus du Moyen-Orient. Vous avez parlé de la tentative de normalisation de Marine Le Pen, qui effectivement tente de paraître plus respectable pour se faire élire. Reconquête n'est pas du tout dans cette démarche-là. Ils gardent des positions très dures. J'ai l'impression que l'AfD aussi. En France, on parle de cordon sanitaire envers l'extrême droite. En Allemagne, comment ça se passe? Comment est-ce que ce discours est reçu socialement? Est-ce que c'est un discours qui se fait à haute voix? Est-ce que c'est un discours qui n'est pas assumé? Est-ce qu'il y a une extrême droite décomplexée en Allemagne comme elle a pu l'être en France, à un moment? Il me semble important de voir que ce qui inquiète, je pense, bien sûr, le RN en France par rapport à la AfD, c'est que les dirigeants de l'AfD, là, ils sont en train de perdre la prise, si vous voulez, ou le contrôle sur le discours de leur propre parti. Ça, c'est inquiétant parce que, je crois que les dirigeants du parti, donc surtout Alice Weidel, c'est quelqu'un qui est, un peu comparable à Marine Le Pen. Elle voudrait bien gouverner, elle se sent assez, à l'aise à jouer, vous voyez? Une femme très galante, très rassurante, très, clairvoyante, voilà. Pas du tout, quelqu'un d'extrême droite qui vous sort des paroles, néo-nazis, pas du tout. Par contre, en fait, les membres du parti qui là prennent beaucoup plus le relais du parti, ils viennent vraiment, du milieu, donc néo-nazi, allemand. Ils posent ouvertement, donc avec les néo-nazis, ils cachent plus du tout, comme vous dites, leurs idées politiques, non seulement de remigration. Bien évidemment, ils sont contre tout ce qui est, les notions du genre, ça n'existe pas, et ça, c'est très inquiétant aussi pour certains Allemands, parce que c'est un discours dont on n'est plus du tout, familial avec, mais surtout ça gêne extrêmement, le RN, dans son approche donc de dédiabolisation, de normalisation. Ça me paraît assez important pour comprendre, donc cette étrange division, qui pour certains pourrait apparaître, comme une surprise entre donc ou cette division si vous voulez, le divorce carrément entre le RN et l'AfD des derniers jours. Quand on entend tout ça, on se demande quand même, à quel point ces partis, d'extrême droite, ils veulent plus ou moins d'Europe, en fait, concernant la gestion de la migration. Rania Kempim, vous avez déjà parlé de la double frontière qui serait à installer, donc une frontière française et européenne. Donc, le RN se revendique, vouloir, ramener la souveraineté, européenne à la souveraineté nationale. Donc, en quoi ces partis sont pour plus d'Europe finalement ou autant d'Europe qu'on a déjà à l'heure actuelle dans la gestion, de la migration? En général, je crois tous les 3 partis dont on parle aujourd'hui sont, en défaveur de plus d'intégration européenne. Là, ils revendiquent tous les 3 en fait une Europe, des nations comme ils l'appellent. RN est très explicite, dit que en fait, la souveraineté française, donc les lois françaises, doivent être dominants. C'est pas la Commission européenne, c'est pas le Parlement européen qui donc fait de la juridiction et les États, nations les appliquent seulement, bien au contraire, et là, les RN en particulier, mais les autres, ne font, que bah, avec des labels différents, mais le contenu est pratiquement le même. Le RN, par exemple, revendique une Europe des projets
à la carte. Donc, pour pratiquement tous les champs de politique, non seulement de la migration, mais bien évidemment aussi la libre circulation, l'économie, le climat, la transformation écologique. Là, ils veulent que les États-nations peuvent décider les projets sur lesquels ils se mettent d'accord. C'est plus la Commission européenne, ni le Parlement, qui aura le premier et le dernier mot à dire. Ce sont les États-nations. Lors des prochaines élections européennes de juin 2024, la question ne sera pas de savoir si l'extrême droite sera au Parlement, mais ça sera dans quelle proportion elle y sera. En France, le RN mène la danse avec plus de 30% d'intention de vote, largement devant la liste Renaissance et la liste qui suit de Raphaël Glucksmann, social-démocrate. En Allemagne, l'AfD est entre 15 et 17%, même si elle a fait quelques pics à 20. Et en France, enfin, le deuxième parti d'extrême droite, Reconquête, tourne autour de 6%. On ne sait pas s'ils enverront des eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles. Il y a une question qui va se poser, c'est comment tous ces partis vont gouverner au Parlement européen. Jusqu'à présent, l'extrême droite était divisée au niveau européen entre deux groupes politiques, Idées, Identité et Démocratie, qui regroupaient l'AfD et le RN, et de l'autre côté, les conservateurs et réformistes européens, le CRE, qui réunit le Vox, les Espagnols, les démocrates suédois, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont d'extrême droite. Et ce groupe est actuellement dirigé par le parti de Giorgia Meloni en Italie. Comment va se recomposer l'extrême droite après ces élections? C'est ce dont on va parler, Jeannette. Exactement, donc vous avez déjà abordé la pomme de discorde entre l'AfD et le RN, et Maximilien Krah qui a été exclu comme tête de liste maintenant pour l'AfD. Le RN a dit qu'ils renonceront à former un groupe avec eux, mais il se pose un peu la question comment faire du coup à l'avenir, parce qu'il y a justement Reconquête dans l'autre groupe, dans les conservateurs et réformistes. Martin, quels sont un peu vos pronostics? La question, en fait, maintenant qui va se poser, c'est est-ce que, en fonction des résultats, est-ce qu'on peut avoir un seul groupe d'extrême droite au Parlement européen? Il y a un chevauchement idéologique croissant de plus en plus, à mon avis, entre l'idée et le CRE. Il y a des stratégies de rapprochement, ce qui s'est passé ces derniers jours. Marine Le Pen qui va en Espagne, qui parle devant les dirigeants et les militants de Vox, durant lequel intervient également Mélanie, montre à mon avis que de plus en plus, voilà, il y a des convergences, en particulier sur les questions culturelles, identitaires. Je pense sur la critique du fonctionnement de l'Union européenne, il peut y avoir des points communs. Et c'est pour ça que l'extrême droite, c'est ce qui a souvent joué contre elle. Marine Le Pen critiquait beaucoup Mélanie du fait de son rapprochement avec Ursula von der Leyen. Nous verrons le 9 juin dans quelle mesure l'extrême droite se sera implantée au Parlement européen. Une chose est sûre, c'est que l'AfD allemande et le RN français ne siégeront pas ensemble. Ils viennent de l'annoncer. Merci Ronia Kenpin, merci Martin Baloge, merci Jeannette et à bientôt pour un nouvel épisode de Europa 2024.